Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations. C'est quoi ça? Font toujours de nous de la chair à canon, deux étrangers au bout du monde, si différents. Et tout le monde est le bienvenu sur France Inter. Hypocrite, hypocrite. Au nom de la République française, nous ne sommes pas dupes. Nous sommes en guerre. La guerre à tous les étages, la guerre. Heureusement, pas toujours guerre ouverte, pas toujours guerre chaude. Guerre froide, guerre à bas signe, guerre à signaux faibles. On va en parler, à tout point de vue. Un maire qui démissionne, un maire qui s'en va. Claude Cohen, maire de Mions, dans le Rhône. Pourquoi ? Eh bien, il va nous expliquer pourquoi. Et il se passe quand même des choses parce qu'un livre vient de paraître. Qui veut la peau des maires de France ? Qu'est-ce qui se passe de ce point de vue-là ? Et puis on va parler effectivement, à part ce qui s'est passé hier dans Paris. Vous allez me dire, c'est devenu quotidien, c'est même plus un fait divers. Manifestation d'Afghans à Paris dans le 11e arrondissement, saccage, voitures brûlées, etc. On en parle quand même, alors que c'est devenu le quotidien. Non, on va en parler effectivement avec l'avocat Gilbert Collard et on va se dire, au fond, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut intégrer actuellement dans les actualités ? D'ailleurs, on en a très très peu parlé dans un certain nombre de médias. Enfin, on va parler de France Inter et qui accueille tout le monde. Accueille-t-il vraiment tout le monde ? Cette grande radio, d'ailleurs, il faut bien le dire, de service public, mais comment ? Et puis, tout le reste, Fabius, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, sur un possible référendum sur l'immigration. Non, c'est pas possible. Ah bon ? Pourquoi c'est pas possible ? Eh ben, on va vous expliquer pourquoi. Et enfin, nous allons recevoir l'auteur d'une note passionnante, d'une note intéressante, d'une note troublante, Michel Auboin, haut fonctionnaire, essayiste. Il a écrit déjà plusieurs bouquins et il vient de publier au Fondapol Les étrangers extra-européens et le logement social en France. Encore une fois, des choses dont on parle de temps en temps, qui sont complètement explosives, mais de temps en temps, effectivement, quelqu'un d'assez, je dirais, courageux et précis vient parler de quoi ? De la réalité. Et oui, le réel, ça existe. De temps en temps, nous l'avons rencontré. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons vrai. Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et une question. Qui veut la peau des maires de France ? Qui veut la peau des maires de France ? On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Mais là, il y a de l'eau dans le gaz, hein. Et quelle eau dans le gaz ? Bonjour, monsieur le maire, Pierre Bonte, évidemment, c'était un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Mais quel temps ? Et puis aujourd'hui, eh bien, un livre vient de paraître. On va recevoir son auteur bientôt, Luc Châtel, qui veut la peau des maires de France. Et juste, j'en parle, avant de parler au maire de Mions, il donne les principales agressions de maires rendues publiques en 2023. Eh ben, je vais vous dire, j'ai compté les principales, agressions violentes, agressions physiques, agressions violentes et autres, ou insultes, etc. Il y en a eu 53, je vais pas les énumérer ici, toutes, mais rappelons Saint-Brévin-les-Pins, rappelons l'Aille-les-Roses, rappelons tout cela. Et aujourd'hui, eh ben voilà, il y a eu beaucoup de cibles et aujourd'hui, un certain nombre de maires, pas tous, mais quand même un nombre suffisant, trop important de maires sont la cible. Et notamment, effectivement, le maire LR de Mions, Claude Cohen. Bonjour, monsieur Cohen. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, et vous m'entendez bien ?
Oui, je vous entends bien. Parfait. Eh bien, moi aussi. Alors, justement, je parlais de ça parce que j'ai reçu ce livre hier et puis, évidemment, j'ai écouté, j'ai su ce qui vous est arrivé et qui est une accumulation de faits et de choses, et le fait que vous ayez dit, bon, maintenant, moi, je jette l'éponge, je démissionne, ça suffit comme ça. Alors, je voudrais d'abord que vous rappeliez qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu plusieurs choses à la fois. Il y a eu quelque chose au niveau, effectivement, financier, par rapport à ce que vous aviez demandé par rapport à la préfecture et à l'État, et puis il y a eu ces insultes, ces injures antisémites. Est-ce que vous êtes maire de Mion depuis quand, Monsieur Cohen? Alors, Monsieur Berkov, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer il y a quelques années à Rieux. Oui, je suis élu depuis 2014. 2014, donc 10 ans. Oui. J'ai pris une ville socialo-communiste en 2014, donc qui a basculé, qui a changé d'étiquette. J'ai à 46% sur une triangulaire. J'ai été réélu à 60% des voix. D'accord. Alors, oui, je vous en prie. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, bon, j'ai 75 ans, j'ai formé la relève. Il y a des élus qui peuvent me prendre la relève. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, il y a un cumul de problèmes. Et c'est pour ça que je préfère laisser des jeunes gérer maintenant les dossiers. Il y a eu, dans le cadre de ma ville, j'avais 15 millions par mandature. J'avais eu 15 millions de la part de M. Gérard Collomb, de M. Kimelfeld, qui était président de la métropole. D'accord. Aujourd'hui, la métropole va m'allouer entre 800 000 et 1,5 million sur le mandat. Par rapport à 15 millions précédents, par rapport à 15 millions précédentes, c'est ça? Exactement. D'accord. Alors, quand vous tombez à ces sommes-là, bon, et vous êtes au courant qu'il n'y a plus de DGF, pratiquement. À l'époque, on avait une DGF de 1,5 million en 2015. Aujourd'hui, on n'a plus rien. Donc, l'État nous a tout sucré. Donc, il faut continuer à gérer la ville. Alors, on l'a géré, on a fait... Une ville de combien d'habitants, excusez-moi, monsieur le maire? Combien d'habitants? 15 000 habitants. 15 000 habitants, d'accord. Voilà, c'est une belle petite ville de la banlieue lyonnaise. Oui. Et bon, ce qui s'est passé, c'est que je manque de foncier. La ville n'a pas de terrain. La préfecture voulait absolument que je construise des logements sociaux. Je ne suis pas contre les logements sociaux, mais faut-il encore avoir des terrains? Bien sûr. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas assez construit. Mais la préfecture m'a carencé et m'a mis 312% d'amende. C'est une des plus fortes hausses, une des plus fortes taxes en France. 312% de quoi, précisez, Alors, monsieur? vous savez qu'on doit payer, c'est limité à 5% du montant de l'investissement. Oui. Alors bon, il y a des villes qui vont payer 2-3 millions puisque c'est des grosses villes, mais nous, pour une petite ville et avec notre budget, la somme maxi qu'ils vont prendre, c'est 520 000 par an. D'accord. Ce qui est une somme énorme pour notre commune. Pour votre commune, et bien sûr. Et va priver nos enfants de cette somme. Et c'était une obligation pour vous, enfin, on va parler d'ailleurs avec Michel Lebrun du logement social. Il y a eu un rapport aussi explosif qui vient de sortir. Mais est-ce que c'était une obligation et à combien? Parce que cette histoire de logement social, vous aviez l'obligation de construire combien, en fait? Alors, on est actuellement à 18,5. Et on est obligé d'arriver à 25%. D'accord. Alors, être à 25%, ça fait quand même beaucoup. Ça ne me dérange pas d'y arriver dans la mesure où il y a des terrains. Oui, mais dans la mesure où il n'y a aucun terrain, d'ailleurs, j'insiste sur un point, je n'ai refusé aucun permis de construire depuis que je suis élu. D'accord. Seulement, le prix du foncier est tellement élevé à Nyons que les bailleurs se retirent. D'accord. Oui, on comprend bien. Alors, il y a eu ça, donc ils vous ont un peu beaucoup sanctionné pour ça, quelque part. Exactement. Ouais, d'accord. Et alors, l'histoire justement des allusions ou des insultes ou etc. antisémites. Juste, monsieur le maire, est-ce que ça a commencé pratiquement dès votre investiture il y a 10 ans ou ça s'est aggravé depuis? Expliquez-nous. Alors ça a toujours existé. Je crois que M. Berkov connaissait le problème aussi bien que moi. On m'a jamais lâché. Ça a toujours existé. C'est en dents de scie. En fonction des événements en Israël. Des jours c'est très haut, des jours c'est très bas. Mais vous savez, j'ai la peau tannée
ça ne me fait plus rien. Ouais. Et c'est pas ça qui va me faire démissionner. C'est, si vous voulez, le cumul qui a fait qu'il y a eu ce problème. Mais comme j'ai la chance d'avoir une très bonne relève, j'ai dit, allez, laissons les jeunes gérer maintenant. D'accord. Et vous avez dit comme ça, moi je m'en vais, et enfin tranquillement et en toute. Alors juste un mot, Monsieur Cohen. Il y a eu un communiqué de presse de la préfecture du Rhône que vous devez connaître, mais je le dis contre. Alors non, mais je le lis juste pour nos auditeurs et vous allez évidemment répondre. Contrairement à ce que le maire de Mions a indiqué dans les médias, aucune plainte n'a été enregistrée par les forces de l'ordre ces dernières années, et notamment en 2023 pour des insultes ou des menaces antisémites. Jamais de tels faits n'auraient été laissés sans réponse de la part de la préfète du Rhône et des services sous son autorité. Alors, Madame la préfète est là depuis peu de temps, cette préfète. Il y a eu 2 plaintes en 2020. Oui. Ils sont allés au tribunal, etc. D'accord. Pratiquement, elle a fait sans suite. 2 plaintes antisémites. Oui. Ensuite, il y a eu 5 plaintes de la part de mes élus. Oui. Bien sûr, je suis le seul juif dans la commune de mes élus, classé aussi sans suite. Il y a 3 semaines, j'ai été encore insulté, traité de sale juif comme c'est régulier. Mais je vais être honnête, je ne dépose plus plainte pour antisémitisme. Pour la simple et unique raison, rien ne sort. Et là, je peux vous dire que j'ai déposé une plainte et j'ai le document que je peux vous faire suivre, qui date du 29 mars. Et j'ai été insulté. Mais 29 bien sûr, mars, là, 2024, vous voulez dire 2024, 2024, oh, d'accord. cette année. D'accord. 29 mars 2024. D'accord. J'ai été insulté en tant que maire. Alors, à quoi je vais vous dire, madame, personne m'a téléphoné, personne m'a soutenu. Alors, bien sûr, c'est une plainte normale. Et je vais vous dire pourquoi je ne dépose plus plainte. Oui. Ma gendarmerie a un coup de travail. Ma gendarmerie n'a pas de temps à perdre avec les dossiers. Je ne vais pas aller tous les vendredis passer une demi-journée à la gendarmerie. Donc, j'ai arrêté. Je n'ai pas déposé plainte sur les 2 derniers faits pour antisémitisme. Mais là, celle du 29 mars, ce sont des élus et mes cadres à la mairie, quand ils ont vu que je me suis fait insulter, ils m'ont dit « Monsieur le maire, vous ne pouvez pas laisser passer, allez déposer plainte ». Là, j'ai fait les copies d'écran, j'ai été à la gendarmerie et j'ai donné les copies d'écran. Et vous avez eu des menaces de mort, c'est allé jusqu'aux menaces de mort, monsieur... C'était en 2020. En 2020, oui, d'accord. Et là, j'ai même la lettre du préfet, mais de l'époque. Hein. Oui, je comprends. Voilà, mais cette préfète, qui est là depuis peut-être 1 an ou 1 an et demi, elle, non. N'est pas au courant. D'accord. Mais comme il n'y avait pas de suite. Et il n'y a jamais eu de suite par rapport aux plaintes que vous avez déposées en 2020 ? Rappel à la loi. Ils ont eu droit à des rappels à la loi. D'accord. Rappel à la loi, ça veut dire faites attention, on verra si vous récidivez, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Et au fond, que tirez-vous alors avec tout cela, hein, avec effectivement des causes à la fois économiques, des causes logement social, et des causes effectivement de racisme ou d'antisémitisme, le bilan que vous faites vous de votre présence, de votre activité de 10 ans de mairie à Mions? Alors c'est très simple. J'ai fait un post Facebook où j'ai annoncé, je parle même pas d'antisémitisme, où j'annonce mon départ à la population. J'ai eu 8800 personnes qui ont visité ma page. J'ai eu plus d'1 millier de mails de soutien. D'accord. Ouais. Donc, les gens sont très satisfaits. Il y a même des gens qui me disent « Non, monsieur le maire, ne démissionnez pas ». Et puis, quand je leur dis « Ben non, je reste encore conseiller municipal », il y a une très bonne relève. Ils sont très... Ça les sécurise. D'accord. Donc effectivement, c'est quelque chose. C'est pas que vous démissionnez, que vous en avez assez. Vous dites bon, il s'est passé tout ça. Maintenant, en tout cas, vous avez vos adjoints, des jeunes qui vont prendre la relève et qui vont le faire. Mais dites-moi, ce climat-là, parce que vraiment, encore une fois, je ne vais pas reparler de ce livre, on va recevoir l'auteur. Mais cette espèce alors plus généralement, Claude Cohen, cette espèce d'agressivité qui existait depuis longtemps, enfin, qui s'est démultipliée à l'égard des maires. On se rappelle à Brévin que la maison du maire a été enfoncée, la voiture bélier, etc. Les menaces de mort, on les attrape par le col, on les insulte. À quoi est-ce que vous croyez qu'il y a un dénominateur commun, ou c'est quoi ce surcroît de la violence à l'égard des maires qui eux sont à proximité, qui font leur boulot, et on voit le boulot que font les maires? À votre avis? Je pense que
pour moi, il y avait toujours un petit peu d'agression vis-à-vis des maires, mais c'était très faible. Oui. Mais depuis le Covid, les paroles, les gens ont changé. Les personnes... Depuis le Covid, vous dites. Aujourd'hui, se sont libérées. La parole s'est libérée. Et les personnes agressent. Vous savez, je fais partie d'un groupe à la métropole de 45 maires. Oui. Et nous avons tous... nous réfléchissons, nous en avons parlé. Oui. On a tous le même problème. On s'est aperçu que les gens n'ont plus ce respect qu'ils avaient il y a quelques années. Et à votre avis, pourquoi? Je ne sais pas. Je ne peux pas analyser. Ouais. Je n'arrive pas à analyser. Ouais. Oui, parce que vraiment, quand on voit le nombre des agressions physiques, agressions mais fortes, quoi, vis-à-vis des maires, alors évidemment, comme vous dites, ça a toujours existé, mais enfin, c'est quand même assez préoccupant, c'est le moins que l'on puisse dire. Vous savez, il y a Monsieur le Président Lisnard, le président de l'AMF, oui. Selon les derniers chiffres, 72% des maires ne se représenteront pas en 2026. 72% ne se représenteront pas. Hein, ouais. Donc, vous voyez, énorme. C'est bon. Alors, c'est vrai, il y a beaucoup pour une raison d'âge, il y a beaucoup de petites villes, etc. Mais il y a beaucoup qui en ont ras-le-bol. Ouais. L'État est en train de nous user. Ouais. Et vous iriez jusqu'à dire qu'il vous abandonne quelque part? On a été abandonné. Ouais. On a été abandonné. Moi, j'ai eu un peu d'espoir quand j'ai entendu le Premier ministre, dans le cadre de son intervention, le premier jour où il a été élu, il a dit on va revenir sur la loi, les maires pourront attribuer des logements sociaux, etc., etc. Bon, pour le moment, c'est des promesses. Ouais. Mais je n'ai pas vu la réalité. Oui, c'est ça. Vous avez été démuni de beaucoup de vos pouvoirs. Oui, ça, beaucoup de maires le disent. C'est pas moi qui attribue les logements sociaux, et pourtant, de temps en temps, on arrive à faire des efforts. Personnellement, j'ai fait construire une résidence de logements sociaux que j'ai attribuée aux pompiers. Ouais. Donc là, j'ai pu faire le choix de mes habitants. Mais c'est pas que le choix, parce que tout le monde a le droit d'avoir une belle maison, quel que soit le citoyen. Mais il faut aussi construire de très belles résidences pour les logements sociaux. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup Claude Cohen, en tout cas pour vos éclaircissements. Merci beaucoup Claude Cohen. Je rappelle que vous êtes maire LR de Mions. On va se retrouver dans un instant. On sera en direct avec l'avocat Gilbert Collard qui sera avec nous pour parler de ce qui s'est passé ce week-end à Paris, une manifestation entre Afghans et forces de l'ordre qui a dégénéré. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les manifs se suivent et ne se ressemblent pas. Si. En ce moment, elles se suivent et elles se ressemblent. Plus ou moins, avec plus ou moins de violence. Violence verbale, mais aussi violence physique. Alors, décomposition française ou pas? On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Manhattan, Kaboul, effectivement. Rien à voir, mais Manhattan va très très mal en ce moment, il faut le dire. Hein. Pour tous ceux qui vont à New York, ils le disent. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Et puis Kaboul, on sait ce que c'est depuis que Kaboul est à nouveau sous la coupe des talibans, les plus radicaux. Et puis Paris, voilà, il y a une mobilisation d'Afghans en hommage aux victimes de l'incendie du 7 avril 2024 rue de Charonne. Il y avait eu un incendie, il y avait eu 2 victimes effectivement afghanes et bon, une manifestation est organisée. Et ce qui est assez bon, manifestation, et pourquoi pas, on peut comprendre très très bien. Mais après, voilà, voiture incendiée, panneaux renversés, poteaux renversés, etc., bagarre. Et voilà. Et puis le 11e arrondissement à Paris, voilà, comme d'autres, dans d'autres villes de France, ça y est, c'est effectivement la violence la plus totale. Les policiers qui essayent d'endiguer la chose et qui de temps en temps sont obligés de reculer, comme à la Foire du Trône, comme on pourrait en citer 40, on pourrait faire 5 heures sur les violences. Et à côté, il y avait une autre manifestation qui, elle, est restée pacifique.
pacifique, mais c'était quand même police tue, police assassin, police dégueulasse, etc. Sur une manifestation antiraciste, et qui, effectivement, les seuls qui sont racistes en France, il paraît, c'est la police. Tout le reste, ce sont des brebis, des moutons, des agneaux absolument merveilleux, qui n'ont jamais un mot plus haut que l'autre, et qui ne manifestent jamais, ne font jamais aucune déprédation, etc., etc. Gilbert Collard, bonjour. Et bonjour. L'avocat que vous êtes, le député européen que vous êtes, au fond, quand on parle de cela, on se dit, bon, ça devient presque une espèce d'antienne que l'on répète, et on a l'impression que ça devient un spectacle pour ceux qui sont derrière leur écran de télévision, et pour les autres, ceux qui habitent là, etc., ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire, on ne peut rien faire, et puis, le ministre de l'Intérieur vient dire, ce n'est pas possible, les autres, même chose, et puis ceux qui insultent la police. On a l'impression, franchement, si c'était pas aussi préoccupant, Gilbert Collard, d'une pièce de théâtre, une espèce de tragicomédie, une espèce d'opéra bouffe ou d'opérette bouffe qui se renouvelle sans que rien ne change. Vous auriez pu dire, en énumérant mes modestes titres, tout simplement citoyen du pays du ras-le-bol, parce que on se demande quand est-ce que cela va s'arrêter. 2 manifestations à Paris. Une par des Afghans, à la suite de l'incendie de la rue Charonne, l'autre par des militants pour la Palestine, contre le racisme et l'islamophobie. Dans la première manifestation, on a des Afghans accueillis par la France, logés, chauffés, nourris, dorlotés par la France, qui, après avoir manifesté, on se demande pourquoi du reste, même si on peut respecter, bien sûr, le droit de manifester, se livrent à des émeutes. Ouais. Cassent, renversent des voitures, se heurtent violemment à la police. Mais qui retournent en Afghanistan, qu'est-ce que les gens disent ? On est en train d'assister à des manifestations qui testent, et le test est fait maintenant, la capacité de la France à encaisser policièrement, émotivement, financièrement, psychologiquement, des violences répétées qui s'incrustent dans la vie sociale. Il faut quand même savoir, et je renvoie à cette étude parce qu'elle est profondément intéressante, il faut quand même savoir, quand on lit l'enquête de Livre Noir qui a infiltré des réseaux d'extrême gauche, quand on est la journaliste... Nous avons reçu cette journaliste, effectivement. Voilà. Pauline Condamine raconte que toutes ces associations d'extrême gauche, elles utilisent les migrants, elles utilisent les Afghans, elles utilisent les sans-papiers pour les faire descendre dans la rue afin de provoquer le désordre, afin de provoquer à l'émeute. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Tout simplement à user les nerfs de la démocratie. Là, il y a un projet politique de déstabilisation du pays, et ils sont en train d'y arriver. Parce que cette habitude dont vous parliez fort justement, elle est en train finalement de créer une espèce d'apathie. Il y a une manifestation, des émeutes, la police est là, et comme vous le disiez tout à l'heure, on devient complètement spectateurs de ce qui se passe. On devient tous, en quelque sorte, des commentateurs cinématographiques de la vie médiatique. On est là devant le poste de télé et on commente l'horreur, le désordre. Quand vous pensez que lors de la manif contre le racisme et l'islamophobie, on a placardé des affiches concernant CNews, Morandini et les autres sont affichés comme si on devait les rechercher. Mais on en est là maintenant. En réalité, on a affaire à une volonté organisée de déstabiliser complètement la société par l'usure. On est à 100 jours des Jeux Olympiques. Vous vous rendez compte de ce qui risque d'arriver ? Pourquoi ? Mais parce que on laisse faire ces associations. C'est elles qui sont derrière ces émeutes. Il faudrait maintenant que le pouvoir
mais qui, bon, le pouvoir c'est un pouvoir du blabla, hein, c'est un pouvoir sonore, hein, et il n'a aucune réalité, quoi. Mais si on avait enfin au pouvoir un pouvoir en capacité de réagir, ces associations seraient non seulement dissoutes, mais feraient l'objet d'examens de fiscalité et ne recevraient plus de subventions, sauf à être complices de la part de ceux qui les subventionnent, vous comprenez ? C'est vrai que ce que vous dites, Gilbert Collard, sur le fait, j'avais lu aussi évidemment le Livre Noir, enfin le magazine Livre Noir, ce que raconte Pauline Condamine, c'est aussi qu'ils font sur tableau Excel le relevé des migrants, ils leur disent bon, ben, vous pouvez aller là ou là ou là. Mais vous avez dit, on attend quand est-ce que ça s'arrêtera. Mais apparemment, jusqu'à présent, ça ne s'arrête pas. Et surtout, vous dites, effectivement, ça crée une apathie. Mais pourquoi ? Alors, Gilbert Collard, parce que c'est la question, pourquoi ça ne crée pas aussi une réaction ? Parce que, je ne sais pas, les Français ne se sont pas tous des zombies, ne se sont pas transformés en hologrammes complètement passifs. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait, en tout cas, la réaction, on ne la voit pas vraiment. Vous allez me dire que c'est plus compliqué, il ne s'agit pas d'appel à la violence. Mais quand même, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais la réaction, on le sait, hein, un homme de culture comme vous le sait mieux que moi, l'histoire prend son temps. Heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, ça serait une discussion qu'on pourrait avoir. Hein. L'histoire prend son temps, mais à un moment donné, elle présente l'addition. Regardez la France insoumise, qui pendant longtemps a empêché les gens de parler. Aujourd'hui, c'est elle, et vous me direz souvent, elle le cherche, hein, qui ne peut pas parler. Il y a plusieurs temps dans l'histoire. D'abord, les gens, terme générique, ont l'impression, en regardant la télé, en suivant les réseaux sociaux, qu'émotionnellement, ils font quelque chose. Moi, je le vois, j'ai des copains qui me disent « Ah, j'ai entendu un tel, ah, j'ai suivi un tel. » Et alors, et après, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as fait de l'action auditive, et après, ça c'est un temps. Et puis, il va y avoir un second temps où les gens vont réagir. Et là, ce sera le temps, malheureusement, que je déplore, mais ce sera la faute de nos gouvernants charlatans, impuissants, de la réaction violente. Les gens en auront marre, mais ça va mettre du temps, mais ça va forcément, hélas, arriver par la faute de la carence. Et enfin, comment peut-on accepter que des gens qu'on héberge, qu'on reçoit, qu'on aide avec nos impôts, manifestent et après fassent l'émeute? Et comme tous les gens photographiés, identifiés comme étant des réfugiés, des bénéficiaires du droit d'asile, des sans-papiers, ce qui ne veut rien dire, qui ont participé à des émeutes, des OQTF, oui, enfin, des OQTF devraient repartir dans les 48 heures. Il n'y a plus de cadeaux à faire. On ne peut plus faire de cadeaux. Et il faut prier le ciel électoral pour qu'il envoie au pouvoir un mouvement, un parti fort, capable de faire ce qu'il dit et de dire ce qu'il fait. Et non plus des blablateurs, des marchands de mots, voilà. Oui. D'autant plus que, et on voit dans les chiffres, justement, on va recevoir Michel Auboin, les Afghans sont parmi la population migrée les plus importants, parmi les plus importants qui sont reçus, je ne parle pas de l'Afrique du Nord, bien sûr. C'est quand même tout à fait étonnant, mais comme vous dites, malheureusement, si on ne veut pas que la marmite saute et qu'il y ait de la violence, il serait temps d'agir, il serait temps, en tout cas pour les princes qui nous gouvernent, d'agir, mais ça, est-ce que ce sera un vœu pieux, Guy Gilbert Collard? Ça reste à démontrer. Merci beaucoup, en tout cas. Merci de votre... Merci Gilbert Collard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député européen Reconquête et aussi président de l'association... Non, pas Reconquête, non. Pardon. Non, j'ai quitté. Député européen. Député européen. J'appelle même à voter utile, alors attendez. Pardon, j'ai pas mis ma fiche à jour, excusez-moi. C'est pas grave, avec moi c'est un peu difficile, il faut le reconnaître. Merci beaucoup Gilbert Collard d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio, on va se retrouver pour les perles, les huées et les bravos d'André Berkoff. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le service public, les radios et les médias de service public, évidemment que nous payons, n'oublions pas, nous sommes les copropriétaires de Radio France, de France Télévisions, etc., etc. Alors voilà, de temps en temps, donc ils s'engagent, ils disent des choses, ils font des déclarations, et c'est très 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 bien, et puis c'est très bien fait, il n'y a aucun problème, nous ne parlons pas de la qualité, mais nous parlons de la diversité. Pourquoi ? À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Et Johnny Hallyday, oui, fais ce que je dis, pas ce que je fais, Beaucoup de gens, beaucoup de princes ou de princesses qui nous gouvernent ont ce mot à la bouche. Attention, on fait. Et fait notamment, récemment, là, donc Radio France, comme on sait très bien, a engagé un tournant environnemental, un tournant extrêmement important, ils ont annoncé, etc., très important. Et juste un mot là-dessus, ils disent, en tant que médias, par exemple, nous nous tenons résolument du côté de la science, en sortant du champ du débat la crise climatique. Ça veut dire que si vous osez dire que la crise climatique, oui, c'est plus compliqué que ça, non, il n'y a pas de débat là-dessus. Son existence comme son origine humaine, je répète le communiqué de Radio France, elle est un fait scientifique établi, pas une opinion parmi d'autres. Voilà. Donc, on sort du champ de la discussion, puisque si vous osez dire que le réchauffement climatique et autres est peut-être plus compliqué que ça, et peut-être contesté dans la manière dont il se présente, dehors. Mais je croyais que nous étions 65 millions ou 35 millions de foyers à payer la redevance, et nous avons des opinions très diverses, et un certain nombre de personnalités du monde scientifique, et ils sont nombreux, ont des opinions très diverses. Eh ben non, la question ne sera pas posée. C'est ce qu'a dit notamment Adèle Van Riet dans une conférence de presse, donc la patronne de France Inter, pardon. Écoutez ce qu'elle a dit sur ses engagements. En tant que service public, il y a certaines valeurs qui sont toutes au service de l'intérêt général, puisque nous sommes une radio publique, donc on se doit de servir l'intérêt général. Dans le cadre de cette mission, nous avons choisi, mais c'est Radio France, en ce qui concerne par exemple le réchauffement climatique et la cause écologique, de ne pas donner la parole à des personnes qui contesteraient le fait même du réchauffement climatique. C'est un engagement. C'est un engagement de Radio France au nom d'une valeur qui est à la hauteur de la mission qu'on doit accomplir. Oui, et même chose d'ailleurs à France Télévisions. Du blacklisting de personnes en particulier. Je pense qu'on a pris les mêmes précautions pendant le Covid, évidemment. Par ailleurs, ces polémiques-là, pour le coup, c'est devenu mon quotidien, sont complètement déconnectées de la manière que nous avons de faire la radio, et tout le monde est le bienvenu sur France Inter. Alors ça, c'est magnifique. Écoutez bien, c'est intéressant de voir comment chimiquement pure la contradiction peut s'opérer. Il n'est pas question, nous avons sorti de notre champ quiconque contesterait le réchauffement climatique. Nous avons sorti cela de notre champ. Mais par ailleurs, tout le monde est le bienvenu sur France Inter et Radio France. Il n'y a pas de liste noire, Et ajoute Sonia De Villers, autre journaliste de France Inter, on a fait la même chose pendant le Covid. Ah bon, on a fait la même chose pendant le Covid. C'est-à-dire tous ces espèces d'apprentis, comme de charlatans bien sûr, comme l'épidémiologue ou le Didier Raoult ou Christian Perron ou tous les autres qui disaient qu'il y a peut-être des problèmes avec soit le vaccin, soit le virus, soit l'origine du virus, n'ont pas été écartés, n'ont pas passé une fois sur 10 000, mais surtout, parlons un tout petit peu des scientifiques. Mais des scientifiques américains mettent en question, lisez Olivier Postelvinet, lisez sur les éoliennes, par exemple, autre chose, Fabien Bouglet. Ah, c'est très intéressant. Fabien Bouglet, par exemple, qui est expert en énergie, lui, eh bien, il a été reçu sur Radio France jusqu'en 2019. Il a sorti son bouquin sur les éoliennes en 2019 et après, attention, interdit de séjour. Christian Gérondeux, polytechnicien, haut fonctionnaire, qui a parlé effectivement des problèmes du réchauffement climatique, du CO2, etc. Ben lui, jamais.
Lui, alors ça fait des années et des années, on ne le connaît pas. Non, Giraudoux, de quoi vous parlez. François Gervais, physicien, médaillé du CNRS par l'Académie des sciences, physicien qui a parlé effectivement du climat dans plusieurs livres, etc. Ah bah lui, ça fait pratiquement depuis 2018 qu'il n'a jamais été invité. Et on pourrait en citer d'autres, des dizaines d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est cette phrase qui est extraordinaire, alors que tous les scientifiques vous disent « nous nous tenons résolument du côté de la science ». Mais la science, tous les scientifiques le disent, pas moi je suis pas un scientifique, le disent, la science est discussion, la science est contestation, la science est toujours en train de discuter, de mettre en question et de se mettre en question. Donc quand vous vous tenez résolument du côté de la science, ou vous, maîtres et maîtresses du service public, vous devriez inviter la diversité, et vous n'avez pas que des charlatans et des soi-disant charlatans, en fait, qui sont beaucoup moins charlatans qu'un certain nombre de médecins de plateau et de laborantins de plateau et de modélisateurs de plateau que nous avons vu circuler du matin au soir et du soir au matin. Alors attendez, laissez parler les gens. Faites la discussion, les pour et les contre, et laissez les gens prendre le temps de discuter, prendre le temps d'étudier, prendre le temps de voir. C'est ça votre boulot. Alors, c'est très intéressant parce que, vous savez qui répondent très bien, c'est les humoristes. Et vous allez entendre les humoristes de France Inter parler de diversité, d'accueil, sans blacklisting. Écoutez, c'est très 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 intéressant. Je crois qu'il y a Guillaume Meurice et... comment il s'appelle là ? Et voilà, Émeric Lampré, merci. Je sais pas si c'était quelqu'un de bien, Coluche. Parce que je pense que s'il était encore vivant, il serait de droite aujourd'hui, Coluche. Hein, Ramzy ? Si Coluche était encore vivant, il serait de droite, non ? Ah, il y a des chances, ouais. Ah, tu vois. On s'interdit rien dans cette émission. Si, on s'interdit, on équilibre. On équilibre, ouais. C'est vrai qu'on essaie de faire une vanne de gauche, une vanne d'extrême gauche, et une vanne d'ultra gauche, pour vraiment avoir tout le panel de gauche, du spectre politique. Le pluralisme. Le pluralisme. Ah oui, Laurent, c'est un mot que Pascal Pro a inventé la semaine. Voilà, la vérité sort de la bouche des humoristes. C'est quoi la diversité ? Eh ben, on va faire une blague de gauche, un peu d'ultra-gauche et un peu d'extrême-gauche. Voilà, quand vous dites qu'on n'est pas divers, on est totalement divers. Hein. Regardez, on accueille tout le monde, voilà. C'est bien que les humoristes de France Inter, ou Eric Ramzy, puis les autres, répondent à la directrice de France Inter. Toujours intéressant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Gilbert Collard, ça vous avez retenu évidemment Gainsbourg, la Marseillaise selon Gainsbourg. Et Gilbert Collard, que nous recevions à propos des manifestations, se dit attention, vous savez, l'apathie, elle est là de temps en temps, est là, mais il peut y avoir des réactions extrêmement violentes, et personne ne peut souhaiter des réactions violentes. Mais voyez, par exemple, vous vous rappelez, on en a parlé longtemps, ce Philippe qui a été tabassé à mort, les yeux crevés, le visage absolument méconnaissable à Grande-Sainte, jeune homme de 15 ans, par 3 personnes, voilà, et on rappelait que le maire de la commune appelait à ne pas céder à la psychose, on n'avait qu'un sentiment d'insécurité, bon. Et puis là, un adolescent, âgé de 15 ans, hier, a été retrouvé nu dans la rue après avoir été agressé à Grande-Sainte, justement, dans la ville. La victime, cet adolescent, était un cousin de l'un des mineurs suspectés d'avoir frappé à mort Philippe, un jeune homme de 22 ans agressé dans la nuit, dont on parlait, etc. Enquête a été ouverte par le parquet de Dunkerque, etc. Le maire renouvelle son appel au calme. Mais attendez, si vous continuez à laisser les agressions, les tabassages, les assassinats ou les viols sans réponse juridique véritable et sans sanction véritable, vous ne croyez pas qu'un jour, et que personne ne le souhaite, il va y avoir des réactions chez les amis, la famille, les proches ou autres, des gens qui en auront marre de se faire saigner comme des poulets ? Vous ne croyez pas qu'il peut y avoir, effectivement, que c'est un sentiment humain d'avoir pas seulement tendre la joue gauche, faire une marche blanche, faire des ballons et chanter Imagine de Lennon, il y a peut-être des gens qui auront envie de réagir.
Et franchement, si vous ne voyez pas que plus cette atmosphère va continuer, plus il y aura ce qui se passe, plus à un moment donné, le couvercle de la marmite risque de sauter, et personne ne le souhaite. Enfin, quand même, soyez un tout petit peu connaisseurs de la nature humaine. Même si vous êtes bien protégé, bien couvert, vous êtes bien dans la ouate. Oui, mais ceux qui ne sont pas dans la ouate, à un moment donné, ils sont 90% des Français, ça risque de provoquer des problèmes. Et franchement, si vous voulez les éviter, agissez, si encore ce mot veut dire quelque chose pour vous. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous savez, le Conseil constitutionnel, c'est là en principe un des contre-pouvoirs de la République extrêmement important, donc qui dit la loi et qui peut effectivement contrecarrer telle ou telle intention du gouvernement, de tous les gouvernements, quels qu'ils soient. Et Laurent Fabius était invité il y a très très peu de temps, là, à la radio, n'est-ce pas? Et hier soir, voilà, c'était hier soir, effectivement, sur LCI, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, ancien Premier ministre, comme vous le savez, et on l'a interrogé sur la possibilité d'un référendum sur l'immigration. Et voici ce qu'il a répondu. Quand vous regardez la Constitution, il y a différentes possibilités de référendum, mais le référendum auquel il est fait allusion, c'est un référendum dit de l'article 11. Qu'est-ce que dit cet article 11? C'est que le président de la République, sur proposition du gouvernement, peut organiser un référendum sur quoi? Sur la politique économique, la réforme de la politique économique, la réforme de la politique sociale ou la réforme de la politique environnementale. Bon, la migration, on peut considérer que c'est quand même un sujet économique, entre autres. Non, c'est pas ce que considèrent les juristes. La migration, c'est un problème en soi. Donc ce serait impossible? La plupart des juristes considèrent que ce n'est pas possible dans le cadre de l'article 11. Alors c'est très intéressant ce que dit Laurent Fabius, hein, c'est pas une personnalité non des moindres. Est-ce que l'immigration est un problème social ou économique? Non, c'est pas ce que dit l'article 11, non. Effectivement, vous savez, ce sont les Républicains qui avaient, avec un nombre de signatures suffisantes, avaient demandé qu'on lance un référendum d'initiative partagée sur l'immigration. Je rappelle que le dernier référendum en France, c'était en 2005. Hein. Depuis, attention, on est prêt à 20 ans. Voilà. Eh bien, voilà le président du Conseil constitutionnel qui dit non, écoutez, pour la plupart des juristes, ça ne s'applique pas à l'article 11, donc circulez, il n'y a rien à voir. Pas question de faire un référendum sur l'immigration, puisque on ne parle que l'article 11 que si ça concerne les domaines économiques et sociaux. Vous n'allez pas me dire que l'immigration concerne l'économique et le social. Non. L'immigration concerne l'artistique, le culturel, la musique, peut-être la gastronomie, je ne sais pas. Voilà. Mais l'économique et le social, mais de quoi vous parlez? Voilà ce que dit le président du Conseil constitutionnel, supposé être un contre-pouvoir. Je vous laisse juger. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve après les infos de 13h où André Berkov recevra pour le face-à-face Michel Auboin. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com. Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com. Présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h04 sur Sud Radio. Aujourd'hui, André Berkov, vous recevez Michel Auboin, haut fonctionnaire et essayiste, sur Sud Radio pour ce face-à-face jusqu'à 14h. Et puis les auditeurs, vous aurez la parole évidemment, 0826 300 300. Michel Auboin, bonjour. Bonjour. On vous avait reçu d'ailleurs avec beaucoup de plaisir quand vous avez publié le 40 ans dans les cités. Hein. C'était, je rappelle quand même, parce que c'est important, que nous recevons ici des personnes qui savent ce dont ils parlent. C'est pas le cas partout. Ancien préfet, inspecteur général d'administration, vous avez exercé de 2009 à 2013 les fonctions de directeur du ministère de l'Intérieur en charge de l'intégration des étrangers et des naturalisations. Et vous avez publié, donc, je dis 40 ans dans les cités, et puis là, récemment, et le défi d'être français aux presses de la cité également. Et là, vous venez de sortir, et c'est ça qui nous a vraiment attiré, je viens de le lire, un fascicule
passionnant, une brochure, un texte assez court mais très dense, à l'excellente Fondation pour l'innovation politique qui font un très bon travail de rapport sur effectivement les différents aspects de la réalité, qu'elle soit économique, sociale ou autre. Et vous avez publié, Michel Auboin, Les étrangers extra-européens et le logement social en France. Et quand on le lit, vous voyez, c'est quelques dizaines de pages et c'est une bombe. C'est une bombe parce que vous dites carrément, simplement, des réalités, vous rappelez des réalités, que simplement... on connaît, mais qu'on a tendance à aller mettre sous le boisseau. Alors, je voudrais déjà rappeler quand même aux auditeurs, c'est quoi un logement social, quel rôle il joue, quelle proportion est de logements sociaux. Rappeler un tout petit peu la base, quoi. Le rôle du logement social, c'est d'abord de loger des personnes qui sont en difficulté de logement. Et ça existe... avec peu de revenus, etc. Souvent avec peu de revenus, ou en tout cas avec des revenus qui ne sont pas en adéquation avec le marché. D'accord. Et donc le logement social, ça existe dans tous les pays d'Europe, et presque dans tous les pays du monde, enfin en tout cas dans tous les pays développés, mais... ça s'adresse à une frange de la population, la frange qui a un besoin de logement, et souvent dans une vocation transitoire, c'est-à-dire on a besoin d'un logement social parce que on traverse une mauvaise passe et on se rétablit, évidemment on quitte le logement social. En France, on a inventé un système qui est très différent, qui est unique en Europe, qui d'une certaine façon d'ailleurs est la conséquence de l'abbé Pierre, de l'appel de l'abbé Pierre en 1954. Oui. Comme quoi parfois les meilleures intentions du monde finissent par créer des l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et là c'est vraiment le cas. Ouais. Et je sais que j'en parle, c'est presque un tabou de parler de l'abbé Pierre, mais en 59 l'État a réagi à cet appel qui était justifié à l'époque et commence avec les moyens du bord à construire des séries de logements dans des zones excentrées, enfin dans des zones à bas coût de foncier, pour dire les choses un peu scientifiquement, en fait assez loin des centres-villes, derrière des voies ferrées, dans des endroits où personne n'allait. Donc au début des années 60, c'est ça. Et ça commence vraiment au début des années 60. Et puis la vocation du logement social, alors, c'est de loger des personnes qui ont perdu leur logement. Vous vous rappelez, on est après les bombardements, on a encore beaucoup de gens, moi dans mon enfance, né en 56, dans mon enfance, il y avait encore des gens qui vivaient dans des grottes, dans des wagons de chemin de fer, etc. Donc, oui, l'après-guerre, voilà. etc. Oui. Et donc ça leur était destiné. Et ces logements étaient construits à la va-vite, disons, et devaient être destinés à être démolis. En fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé, parce que au moment où les Français qui logeaient dans ces HLM ont commencé à accéder au logement via le pavillon de banlieue, en général c'était ça, à ce moment-là, on a vu l'arrivée de la première vague migratoire familiale, celle de 76. Regroupement familial, oui, c'est ça. Voilà, le regroupement familial. Et donc des familles qui arrivaient du Maghreb et qu'on avait besoin de loger. Et ces familles ont trouvé place dans le logement social. Et du coup, la vocation du logement social initial a disparu. Et dès le départ... Vous voulez dire que le regroupement familial a bouleversé la notion même de logement social, je pense que ça aurait pas dû, mais c'est quand même ce qui s'est passé. Voilà. Et c'est un peu ce qu'on mesure d'ailleurs à travers ce rapport. Ouais. Et dès le départ, on a introduit dans le système un mécanisme qui va jouer contre nous, contre le logement social en général et contre la France en particulier, qui est le droit à habiter à vie dans un logement social. C'est-à-dire, c'est le seul endroit où il n'y a pas de bail. Vous n'avez pas un bail qui met fin à votre location. Il n'y a pas un bail limité, etc. Non, vous avez un droit à demeurer. Est-ce que ça a été légalisé, écrit ou pas? C'était légalisé. Oui. C'est un texte qui, lui, est antérieur, c'est-à-dire qui débute qui date de l'après-guerre. D'accord. Mais vraiment, on comprend, peut-être au départ, mais c'est comme toujours, quoi. Et nous, on est quand même les champions du monde de ça. C'est-à-dire, on part toujours de bonnes intentions, et puis après, les bonnes intentions dérivent, et à la fin, on se retrouve devant une sorte de monstre administratif. Extensif indéfiniment. Indéfiniment. Alors, y compris aux enfants, etc., éventuellement. Aux enfants, normalement, non. Droit, normalement, non. Mais quand on mesure aujourd'hui ce qu'est devenu le logement social, les logements HLM, pour faire vite, on s'aperçoit que vous avez d'abord des gens qui sont restés toute leur vie, et puis ensuite vous avez issus de l'immigration des gens qui sont restés toute leur vie, puis leurs enfants qui sont restés toute leur vie, puis maintenant les petits-enfants qui restent aussi dans les mêmes quartiers. Troisième génération. Voilà. Et donc on a la troisième génération de familles originaires d'Afrique du Nord, pour l'essentiel, qui demeurent dans ces logements, et du coup on ne comprend pas bien
pourquoi ces familles n'ont pas accédé à la propriété en France. Et du coup, on mesure à l'inverse le pourcentage des accès à la propriété selon les origines, et on se rend compte que, en fait, il y a évidemment tout ça est relié. C'est-à-dire que les familles qui restent longtemps dans le logement social pendant 3 générations, évidemment, sont celles qui accèdent le moins à la propriété privée. Donc la question se pose, et je me l'étais déjà posé il y a quelques années, mais j'avais pas l'ensemble des données. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'INSEE, qui l'a peut-être pas fait exprès, a laissé ces données libres d'accès. Et donc, du coup, on peut faire un travail qu'on ne faisait pas il y a 10 ans. Et donc, à travers ce travail, oui, alors qu'est-ce qu'on voit justement ? On s'aperçoit que, de toute évidence, certaines communautés étrangères, je suis obligé de parler de communautés là, parce qu'en fait, c'est mesuré par communauté d'origine, algérien, marocain, Afrique subsaharienne, Afrique centrale, Asie, etc., Turquie, et donc que ces groupes ont des comportements très différents. Et en gros, on a 2 groupes qui sont très présents dans le logement social. Le premier des groupes, c'est l'Afrique subsaharienne, qui sont, alors pour des raisons que, comme ancien directeur de l'intégration, je peux évoquer, parce que j'ai beaucoup travaillé avec ces communautés, qui sont liées à l'image très positive qu'ils ont du logement collectif. C'est-à-dire qu'en Afrique, si vous allez dans un appartement, c'est très valorisant. Si vous vous retrouvez dans un appartement à Mantes-la-Jolie, c'est pareil, c'est très valorisant aussi. Donc du coup, ces populations restent. Et puis, la deuxième partie qui est la plus étonnante, c'est la population algérienne, qui normalement aurait dû s'intégrer depuis 3 générations quand même et accéder à la propriété, mais qui en fait sans doute n'a pas fait du tout ce choix. C'est-à-dire qu'en fait ils ont gardé le bénéfice qu'on tire d'un logement HLM, parce qu'évidemment vous comprenez bien que le logement HLM c'est moins cher que le logement dans le secteur privé. Je fais une incise. C'est quoi le prix moyen ? Le prix moyen, c'est 650 € par mois, mais ça dépend beaucoup du niveau d'allocation dont vous disposez, parce que j'ai vu l'autre jour une dame qui payait 400 € par exemple, mais vous avez aussi des gens qui ont des enfants et qui, avec le mécanisme de l'allocation logement, l'APL, finissent par payer moins de 100 € par mois. Ah, c'est ça. Donc même si vous avez des revenus modestes, le logement HLM vous permet et c'est là où le bas blesse d'une certaine façon, parce que même avec des revenus modestes, vous avez une petite marge de manœuvre que vous pouvez utiliser pour autre chose. Et à quoi c'est utilisé ? Probablement à acquérir des biens, non pas en France, mais dans le pays d'origine. Dans le pays d'origine. C'est un phénomène qu'on connaît bien. Comme on dit. Au bled, comme on disait avant. Voilà. Sauf que maintenant, c'est plutôt sur la côte et des belles maisons. On va en parler, Michel Auboin, après cette toute petite pause. Et avec vous, Esteban. Oui, chers auditeurs, pour témoigner, posez vos questions à Michel Auboin, qui est notre invité jusqu'à 14h. Vous connaissez le numéro 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous nous faites vivre les matchs, la façon que vous les commentez, que ce soit la Pro D2 ou le Top 14, c'est que du bonheur. Voyez, il n'y a pas besoin d'y voir avec vous, c'est comme si on y était, quoi. Voilà. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Michel Auboin, les étrangers extra-européens, le logement social en France. Passionnant document paru à la Fondation d'innovation politique à fondapol.org. Et justement, Michel Auboin, on a parlé l'enfer est pavé de bonnes intentions et les effets indésirables. Il n'y a pas que dans le Covid. Alors, on a parlé du droit au maintien dans les lieux, mais vous parlez d'autres facteurs passionnants. L'illusion de la mixité sociale. En fait, ce que vous dites, c'est que c'est bien mixité sociale, mais il y a regroupement communautaire et très peu de mixité. En quelques mots. Oui, alors, dans l'ensemble du logement social, vous avez une hiérarchie. Et en haut de la hiérarchie, vous avez les quartiers qui sont les plus concentrés, ceux qui étaient les plus loin d'une certaine façon des centres-villes, et qu'on a laissé dans leur état initial d'une certaine façon. Ces quartiers-là, qui forment les quartiers qu'on appelle aujourd'hui QPV, quartiers politiques de la ville, mais en fait qu'on devrait appeler quartiers les plus insécures de France. Ou qu'on appelle faussement quartier populaire, c'est encore autre chose. Oui, alors, c'est justement pour ça, c'est intéressant de le dire, parce que on verra que c'est pas du tout le cas. Mais ces quartiers-là, qui sont 1500, et
et qui occupe toute l'actualité, parce qu'il n'y a pas un jour qui passe où vous n'avez pas une actualité qui est liée à un quartier, que ce soit le trafic de drogue, les assassinats, etc. Donc, dans ces quartiers-là, enfin, plus vous êtes en haut dans cette hiérarchie de la concentration des quartiers, de l'habitat, plus vous avez des communautés étrangères. Tout en haut de cette hiérarchie, vous n'avez pratiquement plus de Français d'origine française. Vous avez moins de 10% des Français qui habitent dans ces 1500 quartiers. Donc, on voit très bien ce phénomène et qui traduit une forme de communautarisation. Alors, sur le terrain, c'est moins évident parce qu'évidemment, on met pas les communautés dans le même cage d'escalier, mais la tendance globale, elle est quand même à ça. C'est-à-dire que globalement, les gens se retrouvent autour de même culture. Oui, c'est sûr, et on en parle. Et alors, vous parlez, c'est intéressant de rappeler ce que c'est que le droit au logement opposable. Justement, vous en parlez, c'est un des facteurs de... Oui, alors dans les facteurs, là aussi, les bonnes intentions qui finissent par créer des catastrophes. Le droit au logement opposable, donc c'est une loi Borloo. Donc, en fait, dans cette affaire-là, vous pouvez pas stigmatiser l'un ou l'autre des bords politiques des gouvernements. Chacun a poursuivi la route comme si c'était rien passé avant, quoi. Donc, ils ont tous resté dans la même... Exactement, même ligne, se poursuit. Mais c'est en fait la même administration du logement qui continue de promouvoir les mêmes textes depuis 40 ans pour le coup, et les politiques les absorbent sans jamais les contester, quoi. Donc, alors c'est quoi ça exactement? Ça c'est donc évidemment, comme il y a des listes d'attente considérables pour avoir un logement social, surtout en Île-de-France, avec des taux de rotation qui sont très faibles, et donc Monsieur Borloo avait imaginé de faire des priorités, en fait des droits alors dites au logement opposable, c'est-à-dire que si vous n'avez pas à vous demander un logement, vous ne l'avez pas, vous faites condamner l'État, le préfet. Bon. Et donc, il fait une liste des priorités. Et dans la liste des priorités, qu'est-ce qu'il met en premier? Les familles qui viennent d'être expulsées. Et vous voyez l'effet pervers du système, c'est-à-dire que vous avez des familles qui n'ont pas payé leur loyer, qui sont expulsées, qui ont créé des troubles graves à l'ordre public, qui sont expulsés et qui redeviennent prioritaires pour accéder de nouveau à un logement social. Ah, parce que Borloo et autres ne voient pas les motifs de l'expulsion. Non, ça n'existe pas. Ils n'ont pas vu le motif de l'expulsion, ils ne voient que... ils sont expulsés. Ils sont expulsés. Et donc, l'effet pervers de tout ça, et moi je m'en suis rendu compte récemment, mais je pense que c'est fondé, c'est que vous avez des gens qui volontairement, vous êtes locataire dans le secteur privé, vous avez un petit propriétaire retraité qui vous loue son appartement, vous payez pas son loyer, et vous allez être expulsé, et vous allez devenir prioritaire pour avoir un logement social. Vous voyez le mécanisme. Autre mécanisme. Donc je vais essayer de me faire expulser. Ça serait tellement mieux, quoi. Ça serait tellement mieux. Et par ailleurs, autre façon, vous avez des enfants qui trafiquent de la cocaïne dans votre cage d'escalier. Tout le monde en a marre parce que c'est insupportable. On fait appel à la police. Le bailleur social saisit la justice. La justice vous expulse. Et à ce moment-là, le préfet, au nom de la loi Borloo, la loi Dallot, enfin la loi Borloo, se retourne vers le bailleur social. Alors dès maintenant que vous l'avez expulsé, vous devez le reloger. Et donc, on va déplacer dans la cage d'escalier d'à côté la même famille qui a mis le cirque depuis... dans le même immeuble, quoi. Ouais, en général, ils changent de quartier, mais ça change rien. Surtout qu'on les remet toujours dans le même type de quartier. Donc, en fait, toute la politique que mène actuellement Monsieur Darmanin de lutte contre le trafic de drogue dans les quartiers, elle est vouée à l'échec. Puisque, de toute façon, on ne pourra pas déplacer les familles qui y sont. Alors, extraordinaire ça. Ce qui prouve que votre fille est muette, c'est du Molière. Enfin, si c'est pas aussi préoccupant, c'est hallucinant, quoi. Oui, mais c'est dans l'exemple comment dire, d'une administration qui continue de raisonner sur des fondements qui étaient pas pas. Si vos prémices sont fausses. Et ce qui est très étonnant, c'est la façon dont tout ça a perduré ou perdure encore. D'ailleurs, il y a une proposition de loi ou un projet de loi du gouvernement qui va intervenir bientôt. Je suis à peu près sûr qu'en lisant les documents, on va retrouver la même logique à l'œuvre. Je me fais expulser, je suis prioritaire. Voilà, grosso modo. Et peu importe les raisons. Alors, vous parlez aussi, de la prise en charge des familles monoparentales qui ont effectivement de l'avantage. Ça, c'est vraiment un autre effet pervers de la priorisation. Alors, la priorisation du logement, ça entraîne la fabrication d'un algorithme par le ministère du Logement. Donc, bientôt, c'est juste l'informatique qui va décider de votre installation. Donc, tout
toute la question est de savoir qui est prioritaire sur les autres. Et donc, si vous mettez, comme c'est le cas aujourd'hui, une mère célibataire avec 3 enfants est systématiquement prioritaire, vous avez une catégorie de famille particulière, quoi. Hein. Oui, c'est pas tellement les Français qui, enfin voilà. Et puis surtout, il y a aucune. Alors il y a dans les critères de l'algorithme, il y a aucun critère qui porte sur l'ancienneté sur le territoire. Par exemple, y compris l'ancienneté sur la commune. Pour être français, quelqu'un qui habite la commune pourrait être prioritaire. Si elle est là depuis 6 mois, ça compte même si elle est là, comme quelqu'un qui est là depuis 10 ans. Si quelqu'un qui vient juste d'arriver, une femme vient juste d'arriver avec ses 3 enfants, elle devient prioritaire sur des gens qui attendent leur logement depuis 15 ans et qui pourtant sont nés dans la commune. Intéressant. Voilà. Au nom de justice, égalité, au nom de la justice, etc. Oui. Et alors, les concertations éthico-religieuses, vous en avez parlé, effectivement, on voit pourquoi ce mécanisme... et d'ailleurs, vous donnez aussi les proportions. Enfin, c'est l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord qui sont majoritaires. Oui, c'est l'Afrique du Nord. Et dans l'Afrique du Nord, les Algériens, on l'a dit tout à l'heure. Et puis l'Afrique subsaharienne, sans doute pour d'autres raisons, mais comme c'est une immigration plus récente, il faut pas forcément tirer les mêmes conclusions, parce qu'on peut penser que ils viennent d'arriver pour beaucoup, donc ils viennent en HLM. Est-ce qu'ils vont y rester ou pas? Est-ce qu'ils vont acquérir une propriété ou pas? On n'en sait rien. Et à l'inverse. Et à l'inverse, vous avez, par exemple, les Turcs ne vont pas dans le logement HLM ou à la marge. Les Turcs. Question culturelle. Ouais, c'est une question culturelle. Ouais, c'est une question culturelle. En fait, c'est leur mode de culture. On peut en penser ce qu'on veut, mais de type familial fait qu'ils préfèrent ils préfèrent acheter des grandes maisons qui réparent eux-mêmes en général, avec 2 familles, une grande famille. Ça leur permet d'avoir tout le monde sous le coude, et puis ça leur permet aussi d'éviter d'avoir les filles qui peuvent risquer d'être agressées dans les quartiers. Quoi. Voilà. Ouais. Et alors justement, vous parlez aussi, alors là, qu'est-ce qu'on a parlé de la carte scolaire et l'évitement, le contournement de la carte scolaire, mais ça... évidemment, c'est presque tellement évident, parce qu'en fait, vous avez, et tous, quand on parle de la carte scolaire, on parle d'abord des collèges, parce que à chaque fois, c'est contesté, y compris par mes amis de l'éducation nationale, mais quand même, il n'y a pas un seul fait divers que vous traitez depuis 5 ans, concernant des adolescents, pour lequel il n'y a pas une question de collège. La référence des adolescents, c'est le collège, c'est là où ils vivent essentiellement. Et le collège, c'est quand même le lieu le plus dangereux qu'on puisse connaître aujourd'hui en France. Et quand vous avez un petit garçon, une petite fille qui a 11 ans et demi, qui rentre en 6e, vous pouvez vous faire peur quand vous voyez comment fonctionnent les collèges aujourd'hui dans ces quartiers. Donc, vraiment, c'est pas noircir le tableau, c'est généraliser. En tout cas, il y a une différence très nette entre les uns et les autres, quoi. C'est clair. Et ce qui n'empêche pas, parce que je suis pas d'accord non plus avec ce que j'entends, ce qui n'empêche pas les enseignants de ces quartiers d'être en général d'excellents professeurs, parce que ils ont d'abord ils sont volontaires pour y aller, et deuxièmement, contrairement à ce qui se dit, ils sont obligés d'y faire régner la discipline. Moi, je veux dire, quand je vais dans des collèges, des quartiers, même les quartiers les plus mal famés, je n'entends jamais une mouche voler dans les classes. Quand je vais dans des collèges plus ordinaires, j'entends beaucoup de bruit. Donc c'est pas du tout la même chose, quoi. Je pense qu'ils sont obligés d'être plus sévères, et puis après on vient pas les chercher non plus, l'inspection vient pas les visiter très souvent, etc. pour des raisons qu'on comprend. Donc ils font plutôt un bon travail, mais ils ont des enfants qui sont, ils ont plus d'enfants en grande difficulté, et surtout à l'extérieur, parce que c'est pas dans le collège que ça joue, c'est à l'extérieur du collège que tout se passe. Bien sûr, la plupart du temps. Et alors, cette espèce en fait, ce que vous décrivez d'ailleurs, et c'est absolument passionnant, c'est-à-dire vous décrivez en fait une loi qui est partie de une politique qui est partie de bonnes intentions, mais ça s'est totalement, totalement dérivé vers le pire. Enfin, il faut bien le dire. Complètement dérivé. Et c'est très étonnant. Enfin, quand on reprend cette histoire, je l'avais déjà fait un peu à travers 40 ans dans les cités, puisqu'en fait, moi, ma formation de base, c'était l'histoire. Donc, j'aime bien analyser les choses en fonction de la façon dont elles ont évolué au cours des âges. Et 40 ans dans les cités, c'était tout à fait étonnant de voir comment, là aussi, on avait laissé pendant toutes ces années, d'ailleurs, ce terme de 40 ans, il est entré dans le domaine public, parce que je l'entends tout le temps, même si le livre est sorti il y a plus de 5 ans, donc on devrait dire 45 ans, mais bon, c'est toujours les 40 ans. Mais là, c'est exactement pareil. Et moi, je dois dire, honnêtement, je m'en étais pas rendu compte à ce point-là, quoi. J'avais l'intuition, mais c'est vraiment en écrivant ce document et en y passant du temps
donc je me suis rendu compte que on était parti d'une bonne intention et tout ça a totalement dérivé. Capoté, oui, non, mais vous le racontez très bien. Encore une fois, vraiment, je vous recommande de lire ce rapport, les étrangers extra-européens, le logement social en France. Ça en dit long, parce que d'un côté, il y a liberté, égalité, fraternité, et puis on voit comment c'est retranscrit, dérivé, déformé, hélas. Et c'est pas une question d'étrangers ou pas, c'est une question de politique d'abord, politique au sens large du terme. On va marquer une courte pause sur Sud Radio, on va se retrouver dans un instant avec Michel Auboin qui est toujours notre invité jusqu'à 14h, et puis vous aurez la parole 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le rapport très éclairant de Michel Auboin sur les étrangers extra-européens et le logement social en France. Rappelle quelques chiffres que vous rappelez, Michel Auboin. La France détient aujourd'hui 1/4 des 21 millions de logements sociaux de l'Union européenne. Il y a 28 pays, 27 pays, enfin, et la France, le quart des 21 millions de logements sociaux. Et les HLM, dans l'Hexagone, en France, le quart du parc des logements urbains. Vous le rappelez. Aussi, quelque chose de très important, le nombre de logements sociaux n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Près de 650 000 nouveaux logements en 10 ans, avec aujourd'hui 5,4 millions de logements sociaux. Et l'offre, la demande surplombe l'offre. Il y a des gens qui attendent, comme vous le disiez, depuis des années. Et enfin, c'est extraordinaire, vous le dites, vous l'écrivez, le logement social est devenu pour certains bénéficiaires une rente de situation à vie transmissible, dans certains cas leurs enfants, et aux enfants de leurs enfants, aux petits-enfants, etc. Alors, ça veut dire qu'au fond, les vrais pauvres sont les vrais pauvres. Et il y a une population qui soit immigrée ou française ou d'ailleurs immigrée. Vous dites très bien. Non, je rappelle, c'est personnes nées étrangères à l'étranger. Il faut rappeler ça. C'est pas des personnes nées en France devenues français. Personnes nées étrangères à l'étranger. Très bien. Mais donc les vrais pauvres, enfin les gens de pression précaire, ce ne sont pas les mieux logés. C'est le prioritaire en aucun cas. Ouais, c'est tout le paradoxe du logement social. C'est là la vraie dérive, parce qu'en fait, le logement social a raté sa vocation, c'est de loger les gens en difficulté. Donc, alors là aussi, vous avez toujours un mécanisme juridique derrière. Tout ça est une affaire et c'est des mécanismes que étrangement on met jamais en cause. Donc il y a un mécanisme juridique qui fait que vous devez avoir un minimum de revenus pour accéder au logement social, pour que vous puissiez payer votre loyer et que vous puissiez et que vous rassuriez d'une certaine façon le bailleur social. Un peu, oui, donc il faut que donc c'est ce qu'on appelle ça le principe du reste à vivre, mais tout ça est dans le code de l'urbanisme. Pardon, je voudrais me poser une question. Quelqu'un qui a le RSA est susceptible du logement social ou pas? Ça dépend beaucoup de la composition de sa famille. Parce que dans le calcul, vous reprenez l'APL, en particulier l'allocation pour le logement. Oui. Et donc, si vous avez des enfants, oui, il peut accéder au logement social. S'il n'a pas d'enfants, en fait, c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire les jeunes couples, les personnes âgées, isolées, et puis les gens tous ceux qui ont des revenus aléatoires. Les commerçants, par exemple, n'ont pas accès au logement social. Je pense que les agriculteurs, s'ils demandaient, n'auraient pas accès non plus, etc. Donc, c'est tous les gens qui ont des revenus. Les commerçants n'ont pas accès. Ils n'ont pas accès parce que ils n'ont pas de revenus fixes. Il faut avoir, un peu comme quand vous empruntez pour avoir votre maison, mais là on comprend pourquoi, vous rassurez la banque, vous devez prouver que vous pouvez payer un tiers de vos revenus chaque mois pour payer vos charges. Tout à fait. Là, vous allez rassurer le bailleur social dont la vocation est sociale. Parce que je rappelle qu'il sans ça, on l'appellerait bailleur public. Alors que la banque n'a pas une vocation sociale. Exactement. Bon. Et donc, pour assurer les grands organismes de logements sociaux, puisque derrière tout ça, vous avez des mastodontes, des organismes qui gèrent des centaines de milliers de logements sociaux, la personne qui fait une demande de logement doit prouver qu'elle a 3 fois le loyer. Mais si le loyer moyen était 600 €, elle ne peut accéder au logement social que si elle a 1800 € de... Et donc, même si on a des loyers plus bas, mais
Oui, il y a des 400, des 300. Voilà. Même avec 300, il faut 900 €. Et ça, tout le monde ne les a pas. Voilà. Il faut bien comprendre que une jeune femme qui travaille dans un supermarché à temps partiel pour l'essentiel, elle gagne pas ça. Et toute une série d'autres gens non plus. Donc ces gens-là, ils sont où? Vous les retrouvez. Alors, je parle surtout des gens qui sont depuis longtemps en France. Vous les retrouvez parfois, souvent d'origine française. Vous les retrouvez dans leur voiture, des gens qui dorment dans leur voiture. Vous les retrouvez dans ce qu'on appelle l'habitat indigne. Vous les retrouvez dans les campings. Moi, quand j'étais dans l'Essonne, j'avais des campings qui hébergeaient à l'année des gens qui dormaient dans les campings faute d'avoir un logement. Et à l'année. À l'année, ouais. Et pour les autres, et notamment pour les migrants, les gens qui viennent d'immigrer depuis quelques années, eux, ils habitent ce qu'on appelle l'habitat insalubre, c'est-à-dire soit, ça se fait beaucoup en Seine-Saint-Denis actuellement, c'est une personne de la même nationalité achète un pavillon, le découpe en tranches, en 8 tranches. Les marchands de sommeil, un peu alors moi, je n'utilise pas cette expression parce que vous voyez bien quel est l'effet pervers du système, c'est-à-dire que vous n'avez pas de logement à donner à ces gens-là, mais en même temps, vous allez leur interdire d'habiter des logements insalubres. Donc, ils vont habiter où, en fait? Donc, voilà. L'État, au lieu de faire la chasse aux mauvais logeurs, ferait quand même bien de s'inquiéter de savoir comment on loge tous les gens qui dorment dehors. Vous êtes comme moi, hein, je suis effaré dans Paris du nombre de gens que je vois dormir la nuit en plein hiver. Je pensais aux SDF. Eux, ils n'ont pas le droit au logement social. Eux, ils n'ont pas le droit au logement social. C'est clair. Parce qu'il n'y a pas d'autres, il y a très peu, en tout cas, d'autres structures qui permettraient de les héberger. Et tout ce qu'on fait est cher. Parce que le logement social est cher. La construction du logement social est coûteuse. Voilà. Et au fond, et puis comme vous dites, il y a énormément et puis il y a cette obligation aujourd'hui, c'est 25% d'obligation. Oui, alors ça c'est c'est la loi SRU de 2000, donc qui avait dit. Et on voit bien quel était l'effet, c'est-à-dire ça avait un côté punitif, en disant en Seine-Saint-Denis, on a plein de logements sociaux. Voilà, mais à Neuilly, non. À Neuilly, il n'y en a pas, c'était toujours les mêmes communes qui étaient prises d'ailleurs en modèle. Donc, et donc on va déplacer les gens de Seine-Saint-Denis vers les Hauts-de-Seine. Mais comme ils n'ont pas de logements sociaux, on va les obliger à faire 20% de logements sociaux. Et puis, mais c'est fondé sur rien, les 20%. Vous voyez, on aurait dit 17,5, ça aurait été 17,5, on aurait dit 31, ça aurait été 31. Arbitraire. Il n'y a rien qui le fondait. Et le pire, c'est quand on est passé de 20% sous le gouvernement de Monsieur Ayrault à 25%, c'était pas plus fondé que les 20% au départ. C'est-à-dire, ça part juste d'un principe qu'il faut que un quart des Français, un Français sur 4 doit habiter en logement HLM. Et là, vous allez voir qu'on va de nouveau demander à augmenter le nombre de logements sociaux, parce que comme on n'a pas ouvert d'autres pistes intéressantes qui permettraient aux gens, du coup, il y a une demande énorme, tout à fait. Non, ce qui est assez hallucinant dans ce que vous décrivez, c'est qu'en fait, on a l'impression que les critères d'obtention, les critères d'attribution, etc., sont moins motivés par, je dirais, la précarité, parce que ça devrait être ça, que par un côté politique ou un côté, enfin, en tout cas, je sais pas, les bons sentiments ou je sais pas comment. Je pense que c'est une mauvaise. Alors au départ, il y a des bons sentiments. Il y a un petit aspect idéologique sur la fameuse mixité sociale dont personne ne sait de quoi il s'agit, qui consisterait à mettre les pauvres chez les riches, mais en fait, c'est pas vraiment ce qui se passe. Surtout quand on voit des riches qui habitent des logements HLM. Mais en plus, donc il y a un petit côté idéologique comme ça, qu'une idéologie qui est pas fondée, quoi. C'est comme les quartiers populaires. Hein. Je récuse tout à fait ça parce que c'est pas des quartiers populaires. Enfin, ils sont pas pas habités par le peuple. C'est des quartiers. J'adore parce qu'on ne dira jamais quartier populaire dans une ville de Corrèze ou du Gers. Je veux dire, qui sont aussi populaires que les autres. Tout à fait. C'est ça. Et il faut faire attention. Mais c'est vrai que ça alimente un discours général. Le reste, c'est des mauvaises appréciations, quoi. Je veux dire, le reste, c'est un peu de la technocratie, à vrai dire, c'est-à-dire au ministère du logement, et depuis des années, des gens qui préparent des textes et qui n'ont pas mesuré l'effet de ces textes sur la population. Et quand je pense à la grandeur politique de la ville, enfin bon, c'est encore une autre histoire. Je crois, nous avons des auditeurs. Oui, nous avons Eric qui nous appelle depuis Paris au 0826 300 300. Bonjour Eric. Bonjour Eric.
Bonjour, Monsieur le Préfet. Oui, j'ai écouté un peu votre émission. Bon, je partage à peu près tout ce que vous venez de dire, mais je pense qu'il faut remonter pour ce qui est pour moi la véritable vocation du logement social, c'est-à-dire à la loi Loucher et les HBM des années 30 qui ceinturent Paris en briques rouges et dont la construction initiale, enfin pour les architectes et les politiques de l'époque, c'était de dire c'est pour prenons la catégorie des fonctionnaires, c'est ce qui est le plus simple, les petits ou moyens fonctionnaires qui n'ont pas les moyens peut-être de se loger différemment, mais d'une manière saine, etc. Nous leur offrons des appartements qui sont la copie des appartements haussmanniens, et d'ailleurs qui sont tous de bonne qualité, en fer forgé, etc. De très bonne facture. Et voilà. Et ça, on a perdu cela dans les années, je dirais 70 ou 80, où on a commencé à ce moment-là, effectivement, à loger une autre population. Mais je pense que le logement social s'est fait essentiellement pour loger cette première catégorie qui était voulue par sauf que Eric, on n'avait pas du tout le même taux d'immigration. Non, mais c'est bien ce que je dis. Oui. Je suis d'accord. Mais Godin, là, je viens d'entendre le préfet. Bon, il remonte tout à peu près après dans les années 50 ou 60 avec les premières vagues. Vous avez des premières vagues migratoires. Mais bon. Et on a commencé d'ailleurs sur Paris à changer les textes à partir des années 80, quoi. À partir des années 80, voilà. D'accord. Merci, Eric. Oui, je suis assez d'accord. Effectivement, et la loi Loucher et de ce qu'on a fait à partir du début du XXe siècle, en fait, avec une perspective qui était très différente. Et d'ailleurs, il faut pas faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On a fait à ces époques-là des cités-jardins. Je vois celle de Suresnes, j'ai habité à côté, une très belle réalisation. Donc il y avait des idées intéressantes et on a fait parfois de très belles réalisations. Dans les années 60, à partir du moment où on a décrété les UP en 59, on a fait de l'habitat rapide, de mauvaise qualité, qui devait être destiné à être démoli. Et d'ailleurs, on l'a pas fait près des villes, on l'a fait loin des villes. Oui, c'est ça. Il faut appeler ça. Ouais. Et justement, ce que vous dites aussi, Michel Auboin, c'est intéressant parce que donc aujourd'hui, quand même, pour parler aujourd'hui, le 35% des immigrés en France, alors je rappelle, personnes nées étrangères à l'étranger, vivent en effet dans un logement social contre 11% des Français non immigrés. Or, est-ce que ça traduit quelque chose au niveau, ce n'est pas donc au niveau économique, parce que je pense qu'il y a 11% des Français non immigrés, il y a beaucoup qui sont en situation de précarité, ou en tout cas de... Et alors, qu'est-ce qui fait cette quand même de 35% à 11%? Qu'est-ce qui fait cet écart? Moi, je pense que, l'aspiration des Français, et ça on le mesure aussi, elle est vers la propriété individuelle. Alors, c'était longtemps l'habitat individuel, le pavillon. Aujourd'hui, c'est plutôt... C'est ça. C'est plutôt l'appartement, mais peu importe. On est quand même passé en quelques années, en 2 décennies, de moins de 50% de propriétaires à 60% de propriétaires aujourd'hui. Donc une aspiration très forte. Moi, je pense, ça c'est un présupposé, c'est contestable, et c'est le mien, que la propriété, c'est une forme d'intégration dans le pays. Alors en fait, quand vous êtes propriétaire d'une parcelle du pays aussi. Et votre comportement vis-à-vis de ce pays change de façon assez fondamentale. Le fait de jamais vouloir accéder à la propriété en France, surtout si on accède à la propriété à l'étranger, pour moi, c'est une façon de récuser l'intérêt qu'on porte au pays d'accueil. Donc, peut-être que ce que je dis est trop fort et peut être contesté. Je dis que c'est un présupposé, évidemment, mais là, pour le coup, le reste, c'est scientifique. Ça, c'est plutôt mon avis. Oui, sauf que, alors, justement, ce que dites, et vous avez dit, mais vous comprenez, quand vous avez ce passeport illimité pour rester en HLM, est-ce que les gens ne finissent pas par considérer que c'est leur propriété? Bien sûr, en fait, c'est une quasi-propriété. D'abord parce que vous connaissez pas votre propriétaire. Vous êtes locataire dans un office, avant on appelait ça les sociétés anonymes d'ailleurs, ce qui était un joli nom. Oui, c'est pas mal. Mais vous êtes dans un office public. Oui, je connais pas, j'ai pas un propriétaire. Il n'y a pas de propriétaire, vous le voyez pas. Vous aviez avant des gardiens d'immeubles. Bon, ils ont été supprimés. Il y avait un très bel article hier, je crois, dans le Figaro, sur le sujet. Il n'y a plus de gardiens d'immeubles. Donc vous n'avez plus personne. Vous êtes dans un quartier, vous êtes
seul dans votre quartier avec les gens qui sont comme vous. Et vous n'avez d'ailleurs, ça pose un vrai problème de régulation parce que les mêmes propriétaires, vous êtes propriétaire privé. Ouais. Vous louez à une famille. Elle cause des troubles importants au voisinage. Ouais. La justice va chercher votre propre responsabilité en disant que vous êtes aussi responsable de votre locataire. Vous êtes propriétaire d'un quartier HLM. Il y a des troubles importants de voisinage aussi. Ah oui. À quel moment est-ce que la justice va chercher la responsabilité du bailleur dit social, qui aurait peut-être dû vérifier qui était logé, ce qui se passait, La justice ne recherche pas la responsabilité du bailleur. Jamais. Il y a une forme d'immunité du bailleur social par rapport au bailleur du bailleur privé. Donc, donc en fait, il n'y a pas de... La propriété publique est une fausse propriété, et pour le locataire, surtout s'il est là depuis longtemps, et moi quand je rencontre des jeunes par exemple, pour eux, ils sont propriétaires de leur quartier. D'ailleurs, quand ils se font la guerre entre quartiers, c'est parce qu'ils se sentent profondément propriétaires de leur quartier. Ma cité, ta cité, etc. Voilà. Ils appellent mon terre-terre, ils disent mon territoire. Mon territoire, oui, absolument. On va marquer une dernière pause sur Sud Radio. Nous sommes toujours avec Michel Auboin jusqu'à 14h et puis avec vous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. On parle de logements sociaux avec Michel Auboin qui est notre invité aujourd'hui. Et nous avons Valentine qui nous appelle depuis Marseille. Bonjour Valentine. Bonjour Valentine. Oui, bonjour Monsieur Berkov, bonjour à votre invité. Bonjour. Alors, je voulais justement rebondir sur le fait que les locataires des logements sociaux se considéraient quasiment comme propriétaires. Je voulais juste vous raconter ce qui est devenu une anecdote. Oui. J'ai travaillé donc aux finances publiques. Là, je suis à la retraite depuis peu. Et il n'y a pas très longtemps, les bailleurs sociaux avaient l'obligation de nous communiquer les fichiers par voie dématérialisée. Et par curiosité, et avant cette transmission, on avait beaucoup de difficultés dans les services pour obtenir ces renseignements. Même quand une fois j'étais en poste à Avignon, le bailleur refusait carrément de nous le communiquer. Il fallait qu'on se déplace sur place. Enfin, on sentait que c'était vraiment difficile d'avoir les informations. Et par contre, à Marseille, donc j'étais à Marseille quand on a reçu les fichiers dématérialisés. Et par curiosité, j'ai fait un classement par date de naissance du soi-disant locataire en place. Et je me suis aperçue qu'il y avait bien 10% à peu près de locataires qui avaient dépassé l'âge de 100 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et, 10%, c'est pas mal. C'était curieux. Tous les noms, parce que bon, comme vous l'avez souligné, c'est souvent des ressortissants, en tout cas des personnes qui viennent d'Afrique du Nord. Et par contre, les appartements où ils étaient censés se trouver, eh bien en fait, abritaient une flotte de gens qui se déclaraient hébergés par la personne, qui se déclarait à l'impôt sur le revenu, hébergés par le soi-disant locataire qui, bien évidemment, on se doutait bien qu'il n'habitait pas là. Mais bon, ça veut quand même dire qu'il y a quand même une omerta terrible. Ça veut aussi dire que à l'époque, sur les boîtes aux lettres, il devait y avoir un tas de noms. Donc, je veux dire, ça peut pas ne pas se savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc je voulais un petit peu apporter ce témoignage et... Merci. Merci Valentine. Mais dites-moi, Michel Auboin, alors, on peut héberger justement ce que dit Valentine. Je suis locataire de HLM, je peux héberger qui je veux et autant que je veux. Vous pouvez héberger à titre gratuit, vous n'avez pas le droit de sous-louer. Évidemment, personne n'est dupe. Votre témoignage est très intéressant parce qu'il éclaire évidemment mon propos. On sent bien, dès qu'on se promène dans les quartiers, que les sous-locations, les hébergements en tout genre, etc., sont nombreux. En fait, il faut bien comprendre que le bailleur social, notamment vis-à-vis des quartiers les plus sensibles, il est un peu comme l'État, c'est-à-dire qu'il voudrait pas avoir le feu dans le quartier. Et donc, la fameuse omerta dont vous parlez, c'est aussi une façon on achète la paix sociale. Oui, c'est ça, voilà. On achète la paix sociale. Nous avons Serge qui nous appelle depuis Saint-Afrique en Aveyron. Bonjour Serge. Bonjour Serge.
Oui, Salut. bonjour Monsieur Vercov, je vous écoute assez souvent, monsieur, également bonjour à Monsieur Aupoint. Bonjour. Je me permets de vous appeler parce que j'ai siégé depuis de nombreuses années dans les organismes du logement, dont d'une part des organismes HLM. J'ai siégé donc dans des commissions de contribution, également tout ce que vous abordez, cette dérive, etc., qui fait qu'éventuellement il y a eu un glissement pour faire en sorte ce qu'on appelle l'appellisation des locataires. Et étant donné, vous voyez ce que je veux dire, le fait de bénéficier de l'APL qui fait que le bailleur social a inévitablement intérêt à avoir des locataires qui sont appellisés. Autrement dit, une fragilisation du public qui peut éventuellement accéder à ce parc. Mais par ailleurs, je voudrais également que soit mis en avant le fait que généralement, les bailleurs sociaux viennent à la rescousse des promoteurs sur certaines opérations, notamment en faisant des acquisitions en VFA, ce qui fait qu'en fait on se demande finalement qui est le bénéficiaire de tous ces dispositifs en fin de compte, puisque finalement le lobby du béton, finalement, suivant le cas, vient faire appel à ces bailleurs pour éventuellement les aider quand ils sont en difficulté. Vous voyez ce que je veux dire? D'une part, quelque part, c'est la privatisation des profits et la socialisation des pertes. Voilà. Donc, je voudrais que ce point-là soit abordé parce qu'il est relativement important et quelque part, on ne se remet pas en cause, si vous voulez, pour aborder d'autres façons de construire. Je comprends. Alors Serge, je voudrais que Jean-Michel Auboin réponde par rapport à ça. Bailleur d'affonds, constructeur, promoteur. On a une vraie difficulté en France. C'est l'industrie du logement d'une certaine façon, et on le voit. D'ailleurs, on comprend la panique du gouvernement actuellement sur la question, parce que le logement, vous connaissez l'adage, quand le bâtiment va, tout va. Et donc le logement, c'est quand même un des grands moteurs de l'économie française. Et c'est vrai que quand on ne construit plus dans le secteur privé, parce qu'on a pris toute une série de mesures administratives pour ralentir la construction et l'accession à la propriété, du coup, on n'a pas tellement d'autres solutions pour faire vivre le bâtiment que de reconstruire du logement social pour les entreprises. Donc, oui, vous avez raison. Moi, j'ai pas traité du tout ce sujet. Alors après, je sens que, notamment dans les constructions VFA, c'est assez compliqué parce que il y a quand même une pression de l'État pour que les 25% de logements sociaux se fassent aussi par opération. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous construisez une résidence avec 12 logements, vous en mettez 3 en logement social à l'intérieur. Ah oui, tout de suite, ouais. Et donc, ça, je suis d'accord avec vous, ça arrange bien les affaires des promoteurs, mais en même temps, c'est aussi à la demande de l'État. Et par ailleurs, je constate que dans le même immeuble, les normes du logement social sont plus favorables que les normes du logement privé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez étrange, mais vous avez des normes de logement social qui sont les mêmes exigences. Voilà, qui sont transition énergétique et vous avez des coûts plus élevés. Mais Michel Auboin, juste, je voudrais terminer l'émission. Malheureusement, nous arrivons à ça. Il y a beaucoup encore de choses à dire, mais vous reviendrez. Qu'est-ce qui serait le plus urgent à faire pour sortir de cette espèce de cercle vicieux, même avec des bonnes intentions? Je pense que le plus urgent à faire, et il faudrait le faire dès la semaine prochaine, c'est de faire un moratoire et de s'en mettre autour de la table pour réfléchir à la vocation du logement social. Parce que sans ça, on va avoir, on a déjà un Français sur 4 qui habite en HLM, on en aura un jour la moitié, et puis un jour, tout le monde habitera en logement social. Alors c'est comme une vision collectiviste du logement, et qu'on a quand même du mal à comprendre, parce que vous voyez bien qu'à l'origine c'était ça le sujet, quoi. Ça, Et donc c'est quoi le prix du marché dans ces cas-là quand un logement social est financé uniquement par l'impôt ou par l'épargne des Français via les caisses d'épargne et la caisse des dépôts et consignations. C'est les Français qui parce qu'en fait, vous avez quand vous avez un quart des personnes qui vivent dans le logement social, elles payent un logement beaucoup moins cher parce qu'évidemment, il est payé par ailleurs. Bah oui. Et donc vous par avez les contribuables, partout. Et dans les contribuables, vous avez beaucoup de personnes modestes, très modestes, qui à force de labeur et d'économie ont fini par acquérir un petit pavillon, qui payent la taxe foncière plein pot, qui mettent leur argent à la caisse d'épargne qui sert à financer le logement social, etc. Et là, on a une discussion
disparité, enfin on a un déséquilibre en France qui va poser d'énormes problèmes à terme si on n'y prend pas garde, parce que c'est la société française qui est en train de se diviser. Hein. Et donc je pense qu'il faut faire un moratoire, réfléchir. C'est quoi le logement social? Pourquoi on en a autant par rapport à tous les autres pays? Comment ils font les autres? C'est toujours intéressant. Moi, je suis assez européen pour ça, parce que souvent les bonnes solutions, elles sont juste chez les voisins. Et puis reprendre toute une série de textes qui sont devenus inopérants, voire nocifs. Voire nocifs, oui, pour des grossièrement la loi Dallot, la loi SRU, etc. Quoi. Michel Aubois, ce sera votre prochain livre. Peut-être, oui. Merci en tout cas. Merci de nous avoir éclaircis. Merci Michel Aubois d'avoir été notre invité aujourd'hui. On va se retrouver demain sur Sud Radio à partir de midi, comme tous les jours jusqu'à 14h. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com.